Écoutez, merci d'être là cet après-midi. Merci d'être venu pour assister à cette rencontre avec Lucile de Peslouanf, Gwenaëlle Lenoir et Gilda Guyot. Tous les trois, donc, pour leur livre et pour aborder un thème qui les rassemble au-delà des différences notables qu'il peut y avoir entre des livres qui sont quand même très différents, à savoir le thème de la résistance et évidemment son revers, son filigrane et ce qui la détermine, c'est-à-dire les questions de l'oppression, des mécanismes d'oppression. Alors, quelques mots rapidement à propos des livres. Alors, je vais commencer par vous, Gwenaëlle Lenoir. Camera Obscura, donc là, dans la version Push chez Pocket. Donc, Camera Obscura, c'est a priori la vie d'un homme ordinaire, mais pas dans un pays ordinaire, puisque cet homme ordinaire est un photographe. Ce pays qui n'est pas ordinaire, c'est la Syrie. Et la Syrie, au moment donc de ce qu'on a appelé la révolution syrienne, c'est-à-dire ce moment du bouillonnement et ce moment qui mènera à la chute de Bachar al-Assad. Le personnage principal, qui n'est pas issu, qui n'est pas une création, qui n'est pas une créature de fiction, mais qui est un personnage bien réel, on en reparlera. Ce personnage-là est simplement un photographe. Simplement, non pas si simplement, parce qu'il est photographe de morgue, et du jour au lendemain, les corps, les cadavres qu'il photographie vont se multiplier, et il va apparaître évident que ce ne sont pas seulement les victimes des accidents divers et variés que tout un chacun peut rencontrer, mais qu'ils viennent bien des caves et qu'ils sont bien les victimes des exactions du régime. Et on va voir donc comment cet homme, peu à peu, malgré lui, va rejoindre la résistance. Et au-delà donc de tout ce que le livre nous raconte de la Syrie, au-delà de ce que le livre nous dit de la façon dont un régime ultra-autoritaire broie, détruit son propre pays, c'est aussi un livre qui nous montre comment un homme ordinaire va essayer de gérer, comme on dirait aujourd'hui, même si le terme est très laid, une vie à peu près ordinaire avec une participation à la résistance. La peur, l'héroïsme, l'action, ses difficultés, voilà tout ce qui va former le substrat du livre. Nous avons également avec nous Lucile de Peslouan. Peslouan, c'est ça, on prononce le S ? D'accord. Lucile de Peslouanf, Tout brûlé, un roman paru à la Ville Brûle. Alors je mets roman avec tous les guillemets que vous pourrez imaginer, car il est écrit dans une forme qui est relativement rare pour les romans, en tout cas tels qu'on peut les imaginer. Il est écrit en vers libre. Et par ailleurs, il fait penser un petit peu à un livre d'Hélène Laurinf, Partout le feu. Et il peut faire penser aussi, pour sa force viscérale, aux poésies de Perrine Le Quérec. Alors c'est un livre qui ne porte pas sur un pays qui nous serait éloigné ou un pays dictatorial, mais c'est bien un livre qui porte sur une dictature. C'est celle que peut exercer un homme sur ceux qui l'entourent. C'est cette dictature, dictature de la chair, dictature familiale, qui est celle de l'inceste. Le personnage principal, Stella, va donc décider de faire éclater la vérité. Elle va prendre la parole, elle va prendre conscience aussi et porter plainte des années après les faits. Et d'une certaine façon, et en parallèle avec le livre de Gwenaëlle Lenoir, ce livre est aussi une traversée de tout ce qui est négatif, traversée de tout ce qui est noir, à la fois les réminiscences de l'inceste, la façon dont ce qui pouvait paraître une normalité familiale va se muer en une espèce d'étrangeté cauchemardesque. Ce négatif, c'est aussi la négation qu'on va opposer à la dénonciation de l'inceste. C'est avec toutes ces petites voix qui vont tenter de la bâillonner. Et enfin, ce négatif, ça va être le renversement. Ça va être la façon dont le personnage de Stella va se retourner contre une justice masculine, se retourner contre tout ce qui va être étouffement, contre tout ce qui va être silence. Et enfin, je parlais de justice masculine, ça m'amène au livre de Gilda Guyot, paru donc chez Faction, Vindicte,
Alors, Vindicte, c'est une. Alors là encore, c'est un argument narratif qui peut paraître et qui est d'ailleurs extrêmement différent. On est dans une ambiance un petit peu à la Duras, un peu ambiance Hiroshima, mon amour pour la période française. C'est la libération, ce sont les tondus de la libération, et plus exactement le monologue d'une de ces tondues, qui est littéralement sous les doigts ou sous la tondeuse de celui qui est en train de l'humilier en public. Et c'est un monologue qui va revenir à la fois sur les causes, sur les origines, sur la genèse de ce qui l'a amené là, mais ça va être aussi comme d'une certaine façon dans le livre de Lucile de Pellouan, comme dans le livre de Gwenaëlle Lenoir, ça va être une façon de faire jouer un point de bascule, un point de renversement, la façon dont une victime, en tout cas quelqu'un qui est victime de mauvais traitements, va les retourner contre ceux qui les perpètrent. Et alors, à noter, le livre est d'autant plus intéressant que vous avez choisi ce personnage si particulier, et je vais commencer par vous, ça sera ma première question. Vous avez choisi pour un livre qui est une dénonciation d'une forme de justice expéditive, ce que vous appelez à un moment, ce que la narratrice appelle à un moment la justice des mâles. Vous avez choisi un personnage qui n'est pas sans ambiguïté et dont on pourrait se dire qu'après tout, son monologue n'est peut-être qu'un plaidoyer pro domo, une façon peut-être de se justifier. Donc pourquoi avoir choisi un personnage comme celui-ci, un personnage qui est par définition ambigu ? Je ne le trouve pas particulièrement ambigu, moi, mais... Justement, ça m'intéresse. Mais moi, ce qui m'intéressait... Enfin, le personnage d'Arsinoé, il est né d'une volonté au départ qui était, moi, de me séparer d'un autre personnage que j'avais créé dans un autre roman, le premier, qui est un personnage masculin qui avait subi un traumatisme tout aussi dramatique que celui-ci, qui était d'avoir fait Verdun et qui ressortait totalement traumatisé par ce qu'il avait vécu et ne faisait que se détruire parce qu'il ne supportait pas le statut de héros qui lui collait à la peau. Et en fait, il se détruisait lui, mais il détruisait aussi tout ce qui pouvait être du ressort du bonheur, en fait. Donc sa famille, enfin, il détruisait tout. Et il était particulièrement odieux. Et quand j'ai écrit ce texte-là, j'ai eu des problèmes à justifier auprès de mes proches que c'était pas moi le héros. Et j'ai eu besoin de me détacher de ce personnage-là en créant l'antithèse de ce personnage-là, donc forcément une femme, qui avait un regard sur le trauma totalement différent, parce que c'était une femme. Et ça me permettait de créer de l'empathie autour de cette femme-là et pour moi de me séparer de ce héros qui m'habitait encore et dont j'avais besoin de me délester, quoi. Donc ça, c'était le premier point de départ sur la création de ce personnage-là et pourquoi cette histoire-là. Et après, moi, j'ai eu besoin de parler de ça parce que j'avais des souvenirs de mon enfance où ma grand-mère me racontait que, en fait, à la Libération, elle était partie dans les rues pour fêter un petit peu ce moment-là, et qu'elle était tombée nez à nez avec ce genre d'exécution sommaire et arbitraire, et qu'elle avait été particulièrement choquée par rapport à ça. Et en fait, personne n'en parle. Enfin, maintenant, on commence un peu à libérer la parole autour de ça, mais on en parlait très peu. Il y a très peu de témoignages, beaucoup de choses qui ont été écrites, mais qui sont restées un petit peu dans les caves et dans les greniers, et qui ressortent aujourd'hui parce que les témoins et les victimes ont tendance à disparaître. Et par contre, moi, je pense que c'est nécessaire que les jeunes, en tout cas, n'oublient pas cette part de noirceur de notre histoire. Et je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'était ma réponse. En tout cas, vous avez parlé, c'est bien. Mais oui, non, merci. Alors, quand je parlais d'ambiguïté, je parlais plus de la position d'énonciation du personnage, c'est-à-dire vous lui faites dire des choses avec lesquelles on ne peut qu'adhérer, dénonciation d'une justice expéditive, dénonciation d'une brutalité masculine, dénonciation de ce qui est infligé au corps des femmes, mais vous le mettez dans la bouche de quelqu'un qui a frayé avec l'occupant, quelqu'un avec qui spontanément le lecteur, enfin quelqu'un dont spontanément le lecteur pourrait peut-être douter, pourrait peut-être se dire tiens, elle n'est peut-être pas si sincère que ça, peut-être qu'elle essaie de se justifier. Et ça donne à la lecture quelque chose d'un peu complexe, de passionnant d'ailleurs. Alors, moi, je voulais justement essayer de générer, parce que je disais, vraiment de l'empathie autour de ce personnage-là, donc je voulais pas qu'on puisse imaginer qu'elle ait collaboré plus que le fait d'être tombée amoureuse d'un Allemand, ce qui est finalement largement possible, pourquoi pas. Et quelque part, j'ai essayé de construire ce personnage sans qu'elle juge qui que ce soit, même son bourreau, elle le juge malgré tout, mais elle laisse quand même une porte de sortie en se demandant comment il va vivre avec ça aussi, lui. Elle essaie de conscientiser ça quand même quelque part. Et j'avais besoin de ça parce que
Parce que c'est peut-être ma vision qui est peut-être perturbée aussi par le fait que je suis un homme, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a plus de sensibilité dans le jugement des femmes, et donc du coup, elles sont pas forcément ou noir ou blanc, et elles vont essayer de trouver des failles dans l'humanité des hommes, en fait, quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement on m'inflige ça à moi, juste parce que je suis une femme, et donc elles ont enfin, c'est ma sensation qu'elles ont ce rapport d'analyse par rapport à toutes les choses qui peuvent se passer, qui font que on est tellement différents, quoi. Et j'avais besoin d'essayer de voir si j'étais capable de faire ce travail-là en moi en tant qu'homme, en fait. Alors peut-être une dernière question, toujours sur les sources et la genèse de ce texte. Vous évoquiez tout à l'heure la rareté des témoignages concernant ces tondus. Vous-même, vous êtes appuyé sur quelques textes précis, quelques témoignages précis? Alors je me suis forcément appuyé sur le reportage et surtout l'histoire de la tondue de Chartres, parce que c'est à peu près le seul qui est documenté du début jusqu'à la fin, parce qu'elle a été suivie lors de son parcours de tonte par Capra, et qu'il a photographié à toutes les étapes de son parcours. Alors elle, c'est particulier parce qu'elle était vraiment collaboratrice. Il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était ses idées qui étaient... mais malgré tout, ça reste quelque chose... je veux dire, quel que soit je ne sais pas ce que j'aurais fait moi pendant la guerre. Je ne sais pas quel parti j'aurais pris. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, est-ce qu'on a le droit d'humilier les gens parce que c'est un truc qui va leur coller à la peau. La tonte, en fait, c'est rien par rapport à ce qui les attend après, en fait. Et donc c'est une condamnation à perpétuité. Sur des phénomènes de guerre où on ne sait pas ce qu'on aurait fait, sur des moments où on a dû réagir, faire quelque chose qui effectivement le lendemain on aurait peut-être regretté. Je trouve que c'est tellement... c'était de la justice spontanée, sans autre forme de jugement. On n'a pas essayé d'éplucher quoi que ce soit. Je trouve que personne ne mérite ce sort. Il n'y a pas de procès, en fait. C'est une justice sans procès. Et à partir de ce moment-là, je me suis encore perdu, mais c'est pas grave, je vais m'y retrouver. Mais c'est au bout des labyrinthes qu'on finit par trouver soit les minotaures, soit le trésor. Donc c'est ça. Vous pouvez vous perdre. Et à partir de ce moment-là, je suis perdu, je ne sais plus où je voulais en venir. Vous parlez justement de l'intérêt pour les femmes, le point de vue féminin dont vous étiez parti. Voilà, et aussi, moi j'ai une fille qui a 16 ans, sur le fait d'écrire sur ça, en fait, et sur le fait qu'effectivement, on n'avait pas beaucoup de témoignages en dehors de quelque chose, quelques traces qui sont consignées dans des archives qu'on peut retrouver dans les mairies à certains endroits, à certains moments. Mais il y a quand même très peu de traces parce qu'elles ne voulaient pas parler. Les bourreaux n'ont pas voulu parler non plus parce qu'avec le recul, forcément, ils avaient un petit peu honte de ce qu'ils avaient fait. Enfin, la plupart, j'imagine. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé. Les femmes ne voulaient plus en parler parce que c'était déjà impossible de se reconstruire. Donc si en plus, elles essayaient difficile de trouver un travail, difficile de se remarier. Donc forcément, elles taisaient tout ce qu'elles avaient pu vivre. Et donc il y a très très peu de documentation. Alors on retrouve des choses aujourd'hui dans des carnets qui ont été oubliés dans des greniers, des choses comme ça. Mais au final, très peu de traces. Et donc moi, ça me semble important, du fait que j'ai une fille de 16 ans, et que j'ai l'impression qu'ils ont tellement l'histoire continue malgré tout, donc ils ont tellement de choses à parcourir dans les programmes d'histoire, qu'en fait, maintenant, toute cette partie de l'histoire est un petit peu survolée malgré tout. Ils en ont conscience, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et donc ça me semblait d'autant plus important d'écrire un livre sur ce sujet-là, dans une collection jeunesse, jeune adulte, si on veut. Mais voilà, c'était important pour moi, en fait. Et parfaitement lisible par les vieux adultes, si j'ose dire aussi. Donc je vous en conseille la lecture. Alors on a évoqué beaucoup de choses là. Vous m'avez fait dire penser à un titre d'un très bon livre de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou non? Mais j'aimerais revenir sur ces questions de documentation pour passer à vous, Gwenaëlle Lenoir. Alors votre personnage principal dont j'ai parlé, personnage de photographe, c'est un personnage qui va documenter, et pas documenter n'importe quoi. Il ne documente pas les tortures, il ne documente pas des descentes militaires, il va documenter les morts, les amoncellements de morts à la morgue. Et ce personnage qui documente, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fiction, c'est un personnage réel. Alors qui avait donc, je dis qui avait parce que je crois que son identité est connue maintenant, mais qui avait pour nom César et qui a fui la Syrie dans des circonstances que vous rappelez dans votre livre. Alors ça mène peut-être à deux questions. Peut-être d'abord pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce personnage, et ensuite peut-être pourriez-vous nous parler un peu du choix assez singulier de ce livre, qui est à la fois de s'appuyer sur une vérité documentaire, à la fois tant pour le personnage que pour ce qu'il a documenté, tous ces empilements de morts, et le fait de transformer, de transposer ça en fiction.
Alors César, effectivement, moi je l'ai rencontré intellectuellement, parce que je ne l'ai jamais rencontré physiquement, c'est important à dire, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré lors d'une conférence à l'Institut du monde arabe sur la révolution syrienne et la répression de la révolution syrienne. C'est la première fois qu'on montrait des photos prises par César. Et donc les gens qui étaient là et qui ont montré les photos étaient des proches, faisaient partie de l'équipe qui l'avait exfiltré, et nous ont donc donné quelques lignes biographiques plus ou moins vraies, parce qu'il fallait le protéger. Donc ils nous ont dit qu'il était photographe militaire, photographe dans un hôpital donc militaire de Damas, et que son travail était de photographier les corps. Depuis qu'il a fait son coming out, en fait, depuis qu'il a révélé son identité, qu'il a donné une grande interview, donc c'était il y a très peu de temps, c'était en février, je crois, on a appris qu'il était un petit peu plus haut placé dans la hiérarchie que ça, et qu'en fait, il coordonnait une équipe qui faisait ça. Mais moi, je ne le savais évidemment pas. Donc, moi, ce que j'apprends, c'est ça, qu'il est photographe légiste dans un hôpital militaire qui photographie les corps, et qu'un jour, il n'a plus supporté ce qu'il faisait, il n'a plus supporté de participer de cette façon ou d'une autre à la répression, et qu'il a demandé, en fait, il a prévenu des amis à lui qu'il allait déserter. Et cet ami, il a prévenu un ami, et cet ami qui faisait partie de l'opposition syrienne lui a dit « Non, tu restes où tu es, parce que nous avons besoin de preuves. Et donc tu es un collecteur de preuves, nous avons besoin de ces photos pour prouver au monde ce que fait le régime. » Et il est resté 2 ans. Et au bout de 2 ans, ça devenait vraiment trop dangereux pour lui, donc l'opposition syrienne l'a exfiltré. Ça, c'est ce que je savais. Tout le reste est inventé. Pourquoi j'ai décidé d'en faire un roman? Parce qu'effectivement, moi je suis journaliste et je travaille sur le Proche-Orient. J'aurais très bien pu décider de chercher César, parce que je savais qu'il était en Europe, je ne savais pas où, mais je savais qu'il était en Europe, de chercher César et de lui poser des questions. Ça aurait été la voie naturelle, en fait. Mais ce qu'a fait César le dépasse, je trouve. Moi, je l'ai pris vraiment comme quelque chose de beaucoup plus grand, puisque ça m'a fait un choc énorme, cette histoire. Et non pas parce que les photos étaient horribles, mais c'est vraiment comment fait-on pour tenir 2 ans? Comment fait-on pour se dresser contre la barbarie et tenir 2 ans alors qu'on sait ce qu'on risque puisqu'on le photographie? Et ça a fait écho chez moi à la question que tous les enfants se posent, je pense, et que je m'étais posée moi en tout cas en tant que gamine, en étudiant la résistance, l'occupation nazie, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait quoi? Et ça, c'est pas une question que je pouvais poser à César. C'est trop intime, justement. Je sais même pas s'il pourrait répondre à cette question. Et c'est moi qui devais répondre à cette question. C'est d'autant plus intéressant que la façon dont César apparaît dans votre livre, il apparaît comme vraiment quelqu'un d'absolument ordinaire. C'est-à-dire il aurait pu très bien continuer à être un rouage de la grande mécanique de Bachar al-Assad, aussi bien qu'il aurait pu, comme il l'a fait, entrer dans la résistance. Oui, absolument. Je pense que là, il y a vraiment un choix individuel qui se fait à un moment. Je ne peux pas répondre pourquoi lui a pris, le vrai César a pris cette décision, je n'en sais absolument rien, mais c'est justement ça aussi qui m'a étonnée. Et la question que je me suis posée, c'est, encore 2 ans, c'est très 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 long. Donc quel est le cheminement? Alors d'abord le cheminement pour rompre ce contrat qu'il a avec le régime, sachant qu'il a grandi dans ce régime, qu'il a donc été abreuvé à l'école par la propagande, exactement, la gloire du président, etc., etc. Donc il rompt avec son milieu, il rompt avec ce régime, et après il tient 2 ans à risquer littéralement, enfin c'est plus que risquer sa peau, parce qu'il risque pas une balle dans la tête quand même, il risque beaucoup plus. Sa famille, il fait risquer ça à sa famille. Donc quel est le cheminot? En fait, la question aussi que je me suis posée, c'est est-ce qu'on devient fou à un moment ou pas? Il s'approche d'ailleurs de la folie, c'est net dans votre livre, oui. Il y a les cauchemars. Et alors, il y a donc beaucoup de choses dont on pourrait encore discuter, mais toujours pour parler de ce choix du personnage et de le faire figurer dans une fiction, il y a
il y a une phrase qui revient très souvent, votre écriture extrêmement sobre est vraiment une écriture qui est au seuil de la fiction, très peu d'images, beaucoup et pas mal de répétitions, notamment une formule qui revient souvent, ce ne serait pas prudent. À chaque fois que César veut faire quelque chose, moi je me posais un peu la question, est-ce que vous-même vous êtes dit au moment de prêter tel ou tel acte ou telle pensée à César, est-ce que vous êtes dit, est-ce que c'est prudent de faire ça? Est-ce que je suis légitime pour le faire? J'imagine que ce sont des questions qu'on se pose. Alors, sur la légitimité, oui, je pense que c'est une question qui m'a accompagnée tout le long de l'écriture du roman, tout en me disant, encore une fois, c'est pour ça que le mot Syrie n'est jamais nommé dans le livre, c'est parce que, encore une fois, je pense que c'est une question vraiment universelle. Et ce n'est pas prudent, je pense que ça vient de... Moi, ça fait 30 ans que je couvre le Proche et Moyen-Orient, j'ai vécu dans un certain nombre... J'ai vécu sur place, donc j'ai vécu dans un certain nombre de pays autocratiques, totalitaires, etc. J'ai beaucoup fréquenté la Syrie. Donc qu'est-ce qui est prudent de faire dans ces pays-là ou non? C'est une question qui est permanente. Et non pas pour moi, dans ces cas-là, c'est pas pour ma sécurité, parce que je risque pas énormément de choses, mais c'est pour les gens que je rencontre. Est-ce que pour eux, il est prudent de me parler, par exemple? Est-ce que pour eux, il est prudent d'être vu avec moi dans un café, au restaurant, à tel endroit? Ça, c'est quelque chose qui est... c'est une précaution, une crainte aussi qui me poursuit, enfin, pas qui me poursuit, mais que j'ai toujours en tête dans ce genre de pays. Et oui, ce n'est pas prudent parce que, bon, par exemple, une anecdote, je vivais en Égypte et donc, comme dans tous les immeubles égyptiens, il y avait un concierge, qu'on appelle bawab en égyptien. Et un jour, j'avais reçu des amis à la maison, il se trouve que c'était que des hommes. Et que moi, mon compagnon n'était pas présent. Il était en France à l'époque. Et le lendemain, le bawab vient me voir en me faisant comprendre assez explicitement que si je ne lui donne pas un peu d'argent, il va aller dénoncer mon mauvais comportement au commissariat du coin. Bon, c'est rien, je l'ai envoyé balader, je lui ai dit bah, vas-y, fais-le si tu veux, moi je m'en fiche. Mais c'est là où c'est une des fois où j'ai touché de près en fait ce que ça voulait dire au quotidien de vivre dans ce genre de pays et d'avoir cet entourage qui, on ne sait pas qui parlera, qui ne parlera pas, volontairement ou pas. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec les enfants aussi. Mais ça, c'est pas propre au Proche-Orient. C'est quelque chose on a des témoignages sur l'ex-Europe de l'Est, sur l'URSS de Staline, sur l'Allemagne des nazis. Enfin, un régime d'incertitude et de surveillance généralisée. La scène que vous me racontez à propos de l'Égypte me fait penser à une scène du dernier roman de Mar-Youssef Souleiman. Il y a à peu près la même scène. J'aimerais maintenant passer à vous, Lucile de Pellouanf, toujours sur cette question un peu des origines de ces textes, parce que, comme on l'a vu, dans la mesure où elles s'enracinent dans l'histoire, dans la mesure où elles s'enracinent peut-être dans un contexte plus substantiel, en tout cas plus gros de réalité qu'une simple création fictionnelle, j'aimerais en venir à votre livre aussi. Je crois qu'il y a un point de départ autobiographique, et moi je me demandais, alors je ne vais pas vous interroger sur le point de départ lui-même, mais plutôt sur le choix de la transposition dans la fiction. Pourquoi choisir la fiction, une fiction en vers libre, on reviendra sur choix formel également, plus que par exemple un témoignage? Alors je ne voulais pas... alors je suis autrice, je suis écrivaine et la littérature c'est ma vie, donc pour moi c'était vraiment important de faire un objet littéraire. J'étais en train d'écrire un autre roman quand tout ça m'est tombé dessus et c'était une fiction aussi, inspirée également de ma vie sur la rupture familiale à l'âge adulte en fait. Et la narratrice de ce roman qui n'a pas vu le jour faisait une enquête astrologique, psychanalytique, généalogique, familiale pour essayer de trouver les raisons qui l'avaient poussée à rompre les liens avec sa famille. Et en fait, la réalité a rattrapé la fiction, à moins que ce soit l'inverse. Et je me suis rendu compte
que j'avais été victime d'inceste et que 2 de mes cousines avaient été victimes aussi de mon père. Et donc voilà, patatras, j'ai arrêté l'écriture de ce roman. Et je suis tombée malade. Et 1 an plus tard, j'ai repris l'écriture. Et je me suis dit que j'avais un autre roman à écrire. Et voilà, ça allait être tout brûlé. Et j'ai commencé à écrire ce roman au jeu. Je ne voulais pas forcément livrer un témoignage, mais je voulais parler de cette réalité. Je voulais parler de l'inceste, mais je voulais aussi surtout parler de ce qui se passe quand on parle. Parce que j'avais lu beaucoup de choses sur la violence faite aux enfants, faite aux femmes. Et souvent, ça s'arrête au moment... les œuvres s'arrêtent au moment où, ça y est, on a parlé, on se sent libéré. Et en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'était une double déflagration. Et au moment où j'ai parlé, ça a été presque encore pire que ce qui s'était passé dans l'enfance. Donc, c'était de ça dont je voulais parler. Et j'ai commencé à raconter cette histoire au jeu. Mais c'était très difficile. C'était très difficile de raconter mon histoire, en fait. J'avais vraiment l'impression de me dévoiler. J'ai trouvé ça vraiment très difficile. Donc, je suis passée à la 3e personne. Ça sonnait creux, ça ne marchait pas. Et là, j'ai décidé de nommer mon personnage. Et c'est là que Stella est née. Donc, son prénom n'est pas anodin, c'est un prénom miroir au mien. Et c'est là que Stella est née. Et donc, elle est vraiment devenue mon personnage de fiction, mon double. Et donc, bon, il y a une dissociation clairement qui s'est opérée. Et d'un coup, on était 2. Et je pouvais raconter l'histoire de Stella en m'inspirant de ma vie. Mais ce n'était plus... Voilà, j'ai vraiment pu me détacher et transformer mon récit en roman. Et même si 99,9% du personnage de Stella est Lucille, je me sentais peut-être moins coupable ou plus libre de faire jouer Stella en fait, dans mon histoire. Il reste le 0,01% essentiel de littérature, donc... Et alors peut-être justement une question, alors c'est un peu impensif de parler de la littérature comme thérapie, etc. Mais est-ce que le passage par la fiction, est-ce que ce dédoublement Lucille-Stella a eu une incidence positive, j'allais dire, sur vous? Vous avez dit que vous étiez malade. Voilà. Est-ce qu'il y a eu en fait un bénéfice thérapeutique, pour dire les choses assez laidement? Alors l'écriture n'a pas été thérapeutique. Enfin, elle a été, c'est ce que j'avais à faire. Et enfin, je pense qu'avec le recul, effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais sur le moment, c'était pas forcément le cas. Mais par contre, la sortie du livre a été extrêmement thérapeutique. Et donc, je pense qu'on peut dire que le livre a été thérapeutique. J'en ai parlé avec une art thérapeute et qui m'a dit que effectivement, si c'est la publication qui m'avait fait tant de bien, enfin, la publication fait partie de l'œuvre artistique. Et il n'y a pas d'œuvre artistique sans exposition au public. Et il y a vraiment eu un avant et un après la publication. Et la publication m'a vraiment libérée, plus que l'écriture, en fait. C'est vraiment la publication, mais vraiment le fait de voir le livre en librairie le premier jour de la sortie, ça a été une libération physique. Physiquement, les gens ne me reconnaissaient pas. Le jour du lancement de mon livre, les gens ne me reconnaissaient pas. Je n'avais jamais souri autant depuis des années. Donc ça a été extrêmement libérateur. Et je pense que c'est le fait d'avoir repris la conquête de mon histoire, d'avoir repris, c'est une reprise de pouvoir, en fait. Et je me suis sentie assez puissante quand j'ai vu mon livre en librairie. Vous parlez de reprendre, de reconquête, de reprendre le pouvoir, mais il y a aussi cette question de reprendre conscience. Ce qui m'a frappé dans votre livre, en vous écoutant là aussi, c'est que c'est au moment où on évoque les faits, on en prend conscience d'une certaine façon. Je n'ai plus la page, mais elle dit à un moment, ah oui, c'était donc ça, quelque chose qui ne paraissait pas normal, qu'on soupçonnait, le fait de le mettre en mots, le fait de venir à la conscience. Oui, c'est vraiment... je trouve ça absolument fascinant. C'est effectivement des choses, dans mon cas, dans le cas de Stella, on parle de déni traumatique. Donc, il y a un des personnages qui fait de l'amnésie traumatique. Stella fait du déni traumatique. Donc, je n'ai pas oublié ce qui m'est arrivé, mais effectivement, je ne l'ai jamais mis en forme, je ne l'ai jamais
théoriser. J'ai pourtant fait des années et des années de thérapie. Je suis une personne féministe engagée depuis des années. J'écris pour les adolescents sur toutes ces choses. Enfin voilà, on peut parler de cordonnière mal chaussée et je n'ai vraiment pas vu ce qui m'est arrivé à moi. C'était là, c'était à côté, mais voilà, je ne l'ai jamais oublié. J'y pensais régulièrement, mais toujours en me disant « mais non, mais non ». Et c'est le jour où j'ai vraiment où j'ai appris ce qui s'était passé pour mes cousines, que je me suis dit mais moi aussi en fait c'est pareil. Et c'est comme si je devenais légitime dans les violences qui m'avaient été infligées et j'étais pas toute seule, donc je n'étais pas folle et ça n'était pas arrivé qu'à moi. Donc là, il y aurait aussi beaucoup à dire sur la force du groupe aussi. Alors on en parlera, j'espère qu'on aura peut-être le temps d'aborder un petit peu ça, mais j'aimerais repasser à vous, Gilda Guyot, et revenir sur un point assez précis. Il y a un moment où votre narratrice, Arsinoé, parle d'une justice des mâles, justice des hommes. Et elle dit, voilà, pour les hommes, c'est simple, on les fusille. Pour les femmes, on fait autre chose de leur corps. Et voilà, est-ce que vous pourrez revenir sur cette dichotomie entre les deux justices ? Ça part du principe que la justice, de par leur fonction, enfin de par le fait que les hommes sont au pouvoir, en fait, elle est souvent rendue par les hommes, quoi. Et donc celle qu'ils ont décidé d'appliquer pour les femmes, c'est toujours celle de l'humiliation et de les dégrader. Là, c'est au moment de l'attente à la libération, mais dans toute l'histoire, en fait, les femmes n'ont pas eu les mêmes traitements de faveur que les hommes. Effectivement, les hommes, on les passe rapidement au fusil ou alors on les exécute. Mais les femmes, il y a ce principe d'humiliation pour que, quelque part, elles continuent à vivre avec ce châtiment qui va devoir leur coller à la peau, si je peux dire, tout au long de leur vie. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui relate du fait que ce sont les hommes qui sont au pouvoir et donc c'est eux qui appliquent la justice. Et je ne sais pas comment ça fonctionne dans leur tête, mais il y a ce besoin d'être humilié, de les déposséder de leur corps. C'est-à-dire qu'on leur coupe leurs cheveux, on les abîme. Il faut abîmer ce corps-là qui est un objet pour eux et auquel, comme s'ils étaient, comment je dirais, propriétaires du corps des femmes, comme si c'était leur jouet, ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient avec. Et c'est un truc, oui, c'est purement masculin, je pense, parce que notre espèce fait qu'on a inversé notre rapport à ce qui devrait être naturel. C'est-à-dire que en fait, dans tout le régime animal, c'est plutôt les femmes qui ont le pouvoir, les femelles. Et chez nous, on a inversé le truc. Et le fait qu'on a inversé le truc, ça change totalement la donne. Et il y a cette volonté, je ne sais pas de devoir dégrader forcément, quoi. Alors, de dégradation et peut-être transformation du corps de la femme en un symbole, en un signe. Je pense à une scène très forte de votre livre, c'est au tout début. Arsinoé s'aperçoit qu'on lui a écrit dessus au rouge à lèvres. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette scène qui m'a beaucoup frappé ? En fait, cette scène, elle vient d'une séquence vidéo que j'ai retrouvée en faisant justement des recherches, où je cherchais des choses à pouvoir décrire, et je suis tombé sur une séquence vidéo qui me marque encore, d'une femme qui est debout, toute seule, on la voit, elle est debout toute seule avec un manteau sur elle en haut d'une espèce de tas d'une balustrade, en fait, plein de trucs qui sont entassés, elle est au sommet de ce truc-là, elle a le regard vide, elle a un manteau sur elle, et il y a un mec qui arrive, qui sort, qui lui arrache son manteau, elle est nue dessous, et sur elle, sont peints plein de croix gammées et de messages. Alors la caméra est trop loin pour qu'on puisse lire ce qu'il y a dessus, mais j'étais tellement choqué par ce truc-là que du coup j'ai ressenti le besoin de pouvoir écrire ça. Et en fait, on pourrait croire que c'est de la fiction, mais ça n'en est pas en fait. C'est vraiment un truc qui a priori se faisait. En tout cas, il y a ce témoignage-là dans cette séquence vidéo. J'ai trouvé ça tellement, la séquence tellement marquante qu'en fait, il fallait que je fasse quelque chose qui soit de ce ressort-là, parce que je trouvais ça tellement... ce truc-là m'a tellement marqué, je la vois encore là, je suis en train d'en parler, je revois cette séquence. C'est un truc, c'était pour moi le sommet de l'ignominie, en fait.
Sommet l'ignominie, et même on pourrait dire une ignominie stratégique, je reprends le début de votre paragraphe, ils ne savent rien de moi mais se sont permis de réécrire mon histoire, notre histoire, de l'interpréter à leur sauce, avec un rouge à lèvres, ils ont gribouillé quelques mots à mon endroit, au bon endroit, etc. Et réécrire mon histoire. Vous parliez de l'humiliation du corps des femmes tout à l'heure, mais je dirais ça va plus loin, en tout cas c'est parallèle, c'est carrément les nier en tant que sujet historique. Oui, parce que, encore une fois, c'était des jugements qui étaient rendus à la sauvette comme ça. Donc je pense que la plupart des gens qui tondaient ces femmes-là ne savaient même pas pourquoi on les tondait. Par exemple, dans les recherches, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui étaient réquisitionnés pour faire ça, c'était les coiffeurs et les bergers, parce qu'ils avaient des tondeuses et des ciseaux. Et qui, au final, il y en a quelques-uns, et c'est pour ça que je l'ai su d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont refusé en fait de participer à ça, et ceux-là étaient condamnés. Alors je ne sais pas quelle était leur sentence, j'imagine que ce n'était pas la même, mais il y en a certains qui ont eu le recul nécessaire pour se dire je ne veux pas faire ça, c'est parce que je suis berger et que j'ai un ciseau ou une tondeuse que je vais le faire, c'est absolument honteux. Et j'ai trouvé ça tellement hallucinant qu'on demande à ces gens-là de leur... Alors il y a des trucs qui ont été faits à la sauvage sans que ce soit des bergers ou des coiffeurs. Attention, je ne dis pas que tous les coiffeurs et tous les bergers ont fait ça. Mais d'aller réquisitionner des gens juste parce qu'ils ont une paire de ciseaux, pareil, ça semble tellement... la logique du truc tellement aberrant que je sais pas, je trouve ça participe au fait que cette manière de rendre la justice me semble tellement hallucinante, tellement c'était construit de briques et de broc et un petit peu à la sauvette pour arriver à un résultat pareil, quoi. Et que ça se soit répété, bizarrement ça s'est répété à plein d'endroits différents. Je trouve qu'on a une espèce de... Ouais, je pense que les hommes ont cette faculté à trouver des manières de rendre la justice toujours plus ignoble quand il s'agit des femmes, en fait. Alors ignoble, absurde aussi, une espèce d'absurdité, ce serait une espèce de pièce de Ionesco tragique par moments. Et cette absurdité-là, ça m'amène à un point saillant de votre livre, Gwenaëlle Lenoir, à propos du régime de Bachar el-Assad, ce qui est très très frappant, c'est que, alors, en redonnant un peu de contexte, dans cette morgue dont nous parlons avec notre photographe, les corps s'accumulent, les corps s'amoncellent, ça devient délirant, mais il faut toujours étiqueter, il faut toujours photographier. Donc là, peut-être deux questions. D'abord, qu'est-ce que signifie cette bureaucratisation délirante du régime? Quel besoin d'archiver comme ça les morts? On pourrait se dire que une fois qu'ils ont été torturés, c'est bon, quoi. Et d'autre part, autre question, c'est est-ce que le rapprochement qu'on fait nécessairement en vous lisant, c'est bien sûr le rapprochement avec la Shoah, avec le corps des Juifs. Est-ce que c'est un rapprochement qui tient? Je vais commencer par la deuxième question. C'est, je crois, assez peu connu, mais il se trouve qu'un dignitaire du régime nazi, Alois Brunner, a été accueilli en Syrie par Hafez el-Assad. On dit même qu'il a... Le père de Bachar el-Assad, qui a pris le pouvoir en 1970. On dit même que Alois Brunner a formé une partie des services de renseignement syriens. Donc, ceci expliquant peut-être cela. Mais effectivement, je pense que de toute façon, là, alors évidemment, il y a plein de différences entre le régime nazi, le génocide des Juifs et des Tziganes et le régime des Assad. Il y a quand même un point commun, c'est que le régime nazi, d'abord, s'en est pris aussi à ses propres opposants, comme l'a fait le régime Assad. Et il y a une volonté de destruction de tout esprit d'opposition, même pas de résistance, mais d'opposition, qui est commun à, de toute façon, tous ces régimes totalitaires. Quant à l'archivage, c'est aussi commun à tous ces régimes. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Enfin, je veux dire, les procès de Moscou, c'est ça aussi. On photographiait les gens qu'on allait tuer, on filmait les procès. Le régime nazi l'a fait, le régime de Pol Pot l'a fait. Tous les régimes totalitaires comme ça, totalitaires à l'extrême, j'ai envie de dire, ont ce besoin d'archiver. Ce sont des bureaucraties poussées à l'extrême, en fait. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui jouent, c'est que dans ce genre de régime, il faut toujours prouver que vous avez bien fait votre travail.
Donc il faut prouver que vous avez bien torturé à mort l'opposant. Et oui, c'est un trait extrêmement intéressant du livre, c'est que ceux qui sont du côté de la torture, du côté du bourreau, peuvent du jour au lendemain, pour on ne sait pas trop quoi, il y a des exemples dans votre livre, un des supérieurs de l'hôpital, du jour au lendemain peut disparaître ou être mis sur la touche parce qu'il n'a pas été assez productif. Parce qu'il n'a pas fait son travail, en fait, parce qu'il n'a pas bien fait son travail, ou parce que alors les à côté du travail du bourreau, ça aussi c'est systématique, c'est la corruption. C'est arrivé en Syrie, où des familles ont payé des dizaines de milliers de dollars pour avoir une information sur un de leurs proches disparus. Donc la personne qui, du côté des bourreaux, commence à déraper, demande de plus en plus d'argent et puis finit par donner trop d'informations, voire même éventuellement libérer quelqu'un, lui, il faut l'écarter. Et c'est pour ça que les autres, d'ailleurs, il y a aussi une autosurveillance chez les bourreaux. Les bourreaux, eux aussi... Les bourreaux ont peur. Les bourreaux, eux aussi, ont peur, en fait. Il y a ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que ces régimes-là, ils ne s'imaginent pas qu'ils vont tomber. Donc, archiver, c'est pas dangereux, en fait. Mais encore une fois, on se demande, et peut-être que la question déborde le cadre de notre discussion, mais pourquoi cette espèce de pulsion d'archivage qui peut paraître étonnante, parce que du strict point de vue utilitaire, elle est même contre-productive. Oui, mais c'est un État. Je vais vous faire une réponse un peu, peut-être un peu provocatrice, mais en France, on archive. L'État archive. C'est un État. C'est un État totalitaire. Donc on n'archive pas les mêmes choses. Enfin si, on archive les mêmes choses, mais on archive encore plus. Parce qu'on fait encore plus. Mais finalement, c'est le propre d'un État d'archiver, en fait. Sauf que là, c'est poussé à l'extrême parce que la matière, c'est la matière humaine et parce que ce qu'on archive, ce sont les crimes. Donc ça, c'est une réflexion qui serait peut-être l'occasion de notre table ronde, mais les liens entre pouvoir et archivage, entre pouvoir et mémoire. Mais restons à cette question de pouvoir et venons-en à vous, Lucille de Pellouanf, une question que je trouve un aspect que je trouve extrêmement intéressant dans votre livre. Donc, vous parlez de l'inceste. Alors, l'inceste, c'est évidemment, ça touche le corps des femmes, le corps des très jeunes femmes ou des jeunes filles. Mais vous dites d'abord, au-delà de la sexualité, au-delà du corps, c'est d'abord une question de pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots là-dessus, et d'un pouvoir même qui est d'un pouvoir archaïque, primitif ? Oui, j'allais dire qu'aussi il y a la question de l'impunité en fait. Et effectivement, ces régimes font des choses tellement atroces, mais ils sont tellement sûrs de ne pas être punis qu'il y a aussi cette impunité qui donne des ailes en fait. Et je pense que dans le cas de l'inceste, c'est ça aussi, c'est cette impunité, ce pouvoir des hommes, des patriarches sur le corps des personnes vulnérables. Et c'était quoi la question ? C'était si vous pouviez nous dire quelques mots là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Je suis dans la. Ouais, vous êtes bien dans la question, ça. Vous n'êtes pas écarté. Hein. Et oui. Pas contre-archivé. Et oui, en fait, l'inceste, c'est une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir. C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'adore cette phrase. C'est la clé de voûte du patriarcat, en fait. L'inceste, c'est avoir à disposition, c'est complètement différent de la pédocriminalité ou la pédocriminalité. À un moment, il y a la distinction dans votre livre. Oui. Oui, tout à fait, parce que j'ai une de mes tantes qui m'a dit, oui, tu parles d'inceste, mais théoriquement, ton père n'a pas de lien de sang avec tes cousines, donc c'est pas vraiment de l'inceste. Et j'étais là, mais de quoi parle-t-on en fait ? C'est une question de, c'est pas ça en fait. La pédocriminalité, c'est encore autre chose. Et l'inceste, c'est vraiment utiliser son pouvoir d'homme, de patriarche, de dominant sur les femmes, sur les enfants qui ne diront rien ou qu'on ne croira de toute façon pas. Et c'est cette impunité. Et on le voit au quotidien. Si les hommes continuent d'agresser, de tuer, de violer, c'est parce qu'ils ne sont pas punis. Et donc le pouvoir vient avec cette impunité qui donne des ailes.
Alors, impunité, donc c'est le pouvoir au sens politique, et je dirais qu'il y a aussi, ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture de votre livre, c'est un pouvoir au sens économique. Il y a tout un passage sur la dépossession, elle ne s'appartient plus, Stella n'est plus propriétaire d'elle-même, et il y a même une évocation du moment où le père a négocié avec un de ses amis pour lui proposer le corps de sa fille. Donc c'est l'idée aussi de la réduction, l'inceste serait une réduction du corps de la jeune fille, la jeune femme, au statut de marchandise. Oui, le corps, mais aussi l'intimité, en fait. Donc l'intimité physique, clairement, mais aussi l'intimité interne. Et Stella a vraiment été dépourvue d'intimité dès son enfance. Sa mère lui dit que son corps lui appartient parce que c'est elle qui l'a mise au monde, donc elle a le droit d'en disposer comme elle veut. Mais son intimité n'est pas du tout respectée, aucune porte ne ferme à clé, son courrier est lu. Il y a une scène qui est pour moi la scène la plus traumatisante du journal intime, qui est quelque chose qui m'est arrivé, et c'est mon plus grand traumatisme, sans vouloir spoiler. En fait, voilà, les parents obligent Stella à déchirer son journal intime dans les toilettes, en fait. Et ça, je ne le savais pas avant d'être au commissariat, que c'était de l'inceste, en fait. C'est de l'inceste, en fait, de déposséder un enfant, une jeune fille, mais même quelqu'un, de forcer quelqu'un à détruire son propre journal intime. C'est vraiment le déposséder de sa personnalité, de son intimité, et c'est assez terrible, en fait. Et moi, ça m'a presque plus traumatisée que les sévices corporels. Autre chose d'ailleurs qui est assez traumatisante, c'est une scène, je crois que c'est vers le début, scène d'attouchement, et il y a la grand-mère qui regarde, qui sourit, et vous répétez plusieurs fois, donc ça c'est le vers qui permet ça, la répétition de certains blocs quasiment identiques, la grand-mère me regarde ou nous regarde et sourit, et on a l'impression que ce n'est pas tant l'acte qui est monstrueux, c'est la banalité qui est autour qui devient monstrueuse. Comme si, vous disiez l'inceste, il n'y a plus d'intimité, on dirait il n'y a même plus d'ordinaire ou de quotidien, même le quotidien est contaminé. Oui, c'est vrai, c'est la banalisation, c'est se dire, mais en fait, si personne ne dit rien autour, c'est que c'est normal, on n'a aucune légitimité, en fait, à se défendre, c'est tellement normal. Et j'en parlais tout à l'heure avec Gilda. En fait, ce qui est très difficile, je trouve, dans l'inceste, encore une fois, c'est pas tant les violences et puis vous pouvez imaginer que les violences subies dans l'enfance sont terribles. Donc quand je vous dis qu'il y a pire, c'est de se rendre compte que pendant 30 ans, personne n'a rien dit, en fait. Et qu'on se rend compte, on réalise à 30 ans que nous sommes plusieurs enfants de la famille à avoir été victimes d'inceste, que les adultes étaient au courant et que personne n'a rien fait, parce que ça a été banalisé, parce qu'on voulait protéger les familles, parce qu'on voulait protéger les épouses, parce qu'on voulait protéger le bien-aller de la famille, on ne voulait pas faire de vagues. Et en fait, c'est ça qui est d'autant plus révoltant de découvrir 30 ans après que tout le monde savait et que personne n'a rien fait, en fait. Et absence d'action, donc. Alors peut-être pour finir très rapidement cette question d'action, avant de laisser un peu la parole au public pour des questions, j'aimerais, Gilda Guyot, vous poser une question sur la façon qui m'a paru, quelque chose qui m'a paru assez frappant dans votre livre, c'est la façon dont Arsinoé transforme ce qui est en train de lui arriver en une espèce d'apothéose, d'exaltation. Elle le dit à un moment, ce qui est en train de m'arriver au vu de tous, ça pourrait être quelque chose comme un éloge de mon amour avec cet Allemand qui est mort, une espèce de renversement comme ça. Oui, parce que là, c'est son point de vue très subjectif à elle, parce qu'elle cherche des choses. En fait, je ne dévoile pas grand-chose parce qu'elle le dit dès le début, elle sait comment va finir l'histoire. Et elle sait pourquoi elle le fait. Et ce qui lui importe, c'est de tenir jusqu'à ce moment-là. Et donc pour tenir jusqu'à ce moment-là et pour pas craquer, pour arriver à son but, elle est obligée dans ma logique de construction du texte, elle est obligée de se raccrocher à des choses. Donc effectivement, il y a ce passage-là où effectivement, elle essaie de se rappeler de son amour, de comment il est né, de tout ça. Il y a des petits moments, des petites choses agréables de sa vie aussi qu'elle se remémore parce qu'elle a besoin
enfin moi en tout cas ces passages-là, je les ai écrits dans le but de la faire tenir jusqu'à sa victoire finale par rapport à ce qui lui arrive. Et le moyen qu'elle a trouvé pour gagner, en fait, pour remporter la partie. Mais elle sait que si elle ne se raccroche pas à quelque chose de cet ordre-là, les petits oiseaux, les choses comme ça, elle va craquer, elle n'arrivera pas à son but, quoi. Et donc oui, c'est dans cette logique-là, c'est un peu de la résilience, en fait. Elle se raccroche encore à des choses. Là même, j'ai l'impression que c'est quasiment un renversement des valeurs, d'une certaine façon. Ce qu'on lui inflige devient une espèce d'affirmation d'elle-même. Alors on va rien dire sur la fin, mais ce qui va se passer à la fin, c'est un peu une façon de transformer une condamnation. Oui, c'est-à-dire que la condamnation auquel la condamnation, enfin la justice à laquelle elle est soumise, elle veut y mettre un terme et elle trouve qu'un seul moyen pour le faire. Et le truc, c'est qu'elle sait que pour y arriver, c'est compliqué. Et puis, ça y est, j'ai compris le point. J'ai compris, ça y est, vous voulez m'amener. Absolument. Je suis innocent comme l'agneau qui vient de naître et qui bêle dans les champs. Alors comment je vais revenir là-dessus maintenant non, c'est juste que oui, c'est-à-dire que cet inversement oui, c'est un peu rendre hommage, en fait. Elle veut que sa tonte, les gens l'aperçoivent comme un hommage qu'on rend à son amant, en fait. C'est ça que j'avais pas capté. Non, c'est ce qu'elle dit. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Oui, parce que ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa manière aussi de tenir le coup, de se dire que ce qu'elle est en train de subir là, eh bien, en fait, il faut qu'elle l'imagine autrement que juste un châtiment qu'on lui inflige. Et encore une fois, c'est dans cette logique de tenir malgré tout et de garder de pas sombrer et de montrer un autre visage que celui qu'ils attendent, en fait. C'est ça vraiment son but, c'est de contrecarrer tous leurs plans et de pas montrer qu'elle est vexée, de pas montrer qu'elle est blessée, de pas montrer qu'elle puisse souffrir de ce qui sur. Donc elle essaie de rester digne tout le temps. Et le moyen qu'elle trouve, c'est effectivement d'imaginer qu'en restant digne, elle rend hommage à son amant, en fait, et que parce que lui aussi une fin tragique, et donc elle essaie à ce moment-là, puisqu'il est exécuté lui, de lui rendre hommage en tenant bon, quoi, face à ses bourreaux. Ouais. Donc un moyen de ne pas craquer. Exactement. Et Gwenaëlle Lenoir, à votre avis, qu'est-ce qui empêche César de ne pas craquer? Vous expliquez 2 ans quand même, 2 ans d'une position très difficile, la suspicion croissante de ses supérieurs, sa famille qui pourrait être menacée, et peut-être des résultats pas immédiatement perceptibles. Dans le roman, je pense que c'est sa femme et ses enfants. Je pense que c'est ça, en fait, qui lui permet de continuer. Je pense qu'il y a un moment dans le roman où, au départ, il est seul. Il est très seul. Et notamment, à chaque fois qu'il dit « ce n'est pas prudent », c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en danger les autres, donc on reste seul avec ses preuves. À part l'opposition à laquelle on donne les photos, mais bon, ça, c'est pas quelque chose qui peut vous protéger, c'est quelque chose qui peut vous mettre en danger. Et puis à un moment, il se rend compte que, en fait, cette nature terrifiante du régime, il n'est pas seul à l'apercevoir. Mais dans sa famille nucléaire, sa femme l'avait perçu bien avant lui, d'ailleurs. Et tout d'un coup, ils forment un couple, non seulement dans la vie quotidienne, etc., mais aussi dans l'opposition à ce régime, et elle devient complice. Et je pense que c'est ça qui le fait tenir. Je pense que si je lui avais pas donné une femme, j'aurais pas réussi, en fait, à ce qu'il tienne 2 ans. Je serais qu'il aurait craqué avant. Enfin, cette femme-là, en plus, attention. Oui. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai appris, parce que j'ai une amie qui le connaît, César, et c'est la seule journaliste à le connaître, à avoir travaillé avec lui. Et un jour, elle me dit, tu sais, parce que des fois, elle me disait, tu sais, César va pas bien, etc. Je savais pas où il était, mais de temps en temps, elle me lâchait un petit truc comme ça. Et un jour, elle me dit, mais tu sais... Alors je lui dis, comment va César? Elle me dit, non, mais il va beaucoup mieux, mais c'est parce qu'il a une femme et des enfants formidables. La fiction... Et là, je lui ai dit, mais c'est incroyable, parce que dans le roman aussi, il a une femme et des enfants formidables. La fiction est la clé de la réalité. On le savait, c'est confirmé.
Et enfin, donc, Lucille de Pellouan, un peu la même question. Qu'est-ce qui empêche Stella de craquer, de sombrer dans la dépression? Parce qu'on comprend en lisant votre livre aussi que les moments de dépression, d'abattement ont été très nombreux. Qu'est-ce qui fait qu'elle va jusqu'au bout? Eh bien, c'est un peu la même réponse, hein. C'est son enfant. C'est son enfant. Et je pense que si cette volonté, cette urgence de parler vient du fait qu'elle est mère et qu'elle souhaite plus que tout garder son intégrité, et elle ne peut pas faire à son enfant ce que plusieurs générations ont fait à sa génération d'enfants. Donc c'est vraiment cette urgence vient de là, de garder son intégrité auprès de son enfant. Et la pulsion de vie vient du fait qu'elle a un enfant, en fait. Alors, je ne voudrais pas l'expliquer aussi simplement que ça, parce que les enfants ne sont pas là pour guérir leurs parents et leur servir d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Mais je pense que la pulsion de vie et le fait de rester en vie, de pouvoir s'occuper d'accompagner un enfant et de faire complètement différemment, et non pas de replanter un arbre, mais de faire bourgeonner une branche ailleurs, c'est ça en fait, c'est l'avenir, c'est la pulsion de vie, c'est l'enfant, et c'est le devoir de s'occuper de son enfant. C'est ça qui la maintient en vie, et c'est les enfants de manière générale. Et elle pense à son enfant, mais elle pense aussi aux enfants. Et donc il y a une phrase aussi qui est beaucoup répétée dans le livre, qui est écrite: pourquoi n'avez-vous pas protégé les enfants? Et voilà, et pour moi et pour Stella, et les enfants, l'enfant, c'est l'avenir, c'est le berceau de l'humanité, donc voilà, c'est la flamme. Merci. Alors on pourrait continuer, on pourrait également parler de la façon dont cette pulsion de vie dont vous parlez est traduite par le rythme, les répétitions rythmiques. Enfin, on pourrait parler de mille choses sur les 3 livres. Mais on va peut-être laisser la parole au public. Peut-être y a-t-il des questions pour les auteurs? Oui. Bon, bon. Pardon. Bonjour, je me posais la question par rapport à la thématique de la rencontre, acte de résistance, et du pouvoir de la littérature, et des problématiques qu'on a actuellement par rapport à la censure vis-à-vis de la littérature, et la littérature jeunesse notamment. Et je me posais, donc je voulais avoir votre avis là-dessus, et également une deuxième question: est-ce que vous vous auto-censurez dans vos écritures? Je réponds moi d'abord parce que mon livre est édité chez un éditeur qui est plutôt jeunesse. Moi, j'avais déjà essayé d'écrire pour la jeunesse en me disant qu'il fallait que je fasse un effort pour le faire. Et à chaque fois que j'essayais de travailler dans ce sens-là, je trouvais que c'était pas bien ce que je faisais. Et au départ, quand mon éditrice est venue me demander d'écrire un texte pour cette collection-là, je lui avais dit non parce que je me sentais pas capable de le faire, parce que j'arrivais pas à le faire déjà moi pour ma fille. Et puis elle me dit: non mais tu te mets pas de barrière sur l'écriture, t'écris vraiment ton texte comme si tu l'écrivais pour des adultes. Nous, l'idée, c'est effectivement d'essayer d'interroger un lectorat plus jeune, mais ne te pose pas la barrière de la manière dont tu écris. La seule contrainte qu'on te donne, c'est de faire un format plus court pour pouvoir justement intéresser un public qui n'est pas forcément rodé à lire de la littérature en 300 pages ou 250 pages. Et donc, je ne me suis pas posé cette question de changer mon écriture, parce que je savais que déjà j'avais été confronté à cet échec-là. Donc je me suis dit, elle me laisse la liberté, je veux le faire. Après, advienne que pourra, est-ce qu'elle me dira à ce moment-là de changer ou pas quand elle aura eu le texte en entier? Et puis il s'avère qu'en fait le texte lui a beaucoup plu et qu'on l'a laissé quasi... J'ai retouché quelques trucs parce que j'ai eu besoin de retrouver, de retravailler des passages, mais d'une manière totalement normale. Mais j'ai absolument pas senti cette censure-là. Mais moi, c'est mon premier bouquin jeunesse. Donc peut-être que c'est un accident de parcours, peut-être que tous les autres on va me faire des coupes franches dedans. Je sais qu'en discutant avec certains auteurs, ils ont l'impression que des fois on dénature un petit peu leurs propos, on leur demande de faire des changements. Moi ça n'a pas été mon cas, alors j'ai de la chance, mais moi j'ai pas senti en tout cas pour l'instant cette volonté d'écrire différemment parce que c'était un public plus jeune. Et hier on a fait une rencontre aussi sur ce sujet-là, sur écrire pour les jeunes.
Et moi, j'aurais adoré, malgré tout, qu'à mon âge, j'ai autant de possibilités de choisir un livre qui soit adapté à ma maturité. Voilà. Donc je pense qu'il y a des degrés différents de maturité et que c'est bien qu'il y ait de la littérature pour tous les âges, malgré tout, ou alors même pas forcément pour tous les âges, mais pour des degrés d'évolution en fait, en fonction de notre parcours de lecteur. Donc voilà, c'était encore une fois ma réponse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi, j'ai publié 4 ouvrages pour les ados, 3 romans graphiques et un roman en vers libre aussi pour les ados, sur des thématiques très militantes, très engagées, et je me suis absolument pas censurée. Donc je pense que la littérature jeunesse est là aussi pour aborder des thèmes qu'on ne peut pas forcément aborder dans la littérature adulte, et on peut parfois aller plus loin en fait. Je trouve qu'il y a une grosse liberté dans la littérature pour ados. Après, Tout brûler, je savais que c'était pas un livre qui allait être accessible dès le collège. Je fais des rencontres en lycée, donc je sais que les lycéens le lisent. Mais je ne voulais pas faire un livre sur l'inceste, qui parle d'inceste pour des ados. J'y arrivais pas. Donc là, je me suis un peu censurée peut-être. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, si vous pouvez faire passer le micro en haut. Merci. Voilà, déjà, je vous remercie d'être présent. Je voulais commencer par Gilda Guyot. Vous avez dit que la tonte, c'était une condamnation, mais qu'ensuite la femme ressentait ça comme une condamnation à perpétuité. J'ai trouvé que c'était très dur comme phrase. Est-ce que vous pouvez approfondir? La deuxième question, c'est au sujet, ça concerne Lucie de Poëlan. J'avais une amie adolescente qui s'appelait Lucille, comme vous, et qui avait un journal intime. Un jour, je suis tombé sur son journal intime. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dépossession, mais je lui ai dit, je l'ai lu, chose que je n'avais pas faite, mais elle est devenue blême. Et pour en revenir à Gwenaëlle Lenoir aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est de notre génération, on connaît l'histoire de Bachar el-Assad et de la Syrie, quoi. Voilà, je vous remercie. Alors, moi, c'est assez simple. Moi, je trouve pas que ce soit très dur de dire qu'elles étaient condamnées à perpétuité, dans la mesure où, après avoir été tendues, c'était une vie qui était complètement foutue, impossible de se reconstruire, impossible de se marier, impossible de retrouver un mari, de garder son mari si on en avait un. Donc, une vie qui était totalement différente de celle qu'elles avaient pu vivre avant d'avoir été tendues. Donc, à partir de ce principe-là, je considère que c'est une condamnation à perpétuité, en fait. En tout cas, un stigmate qui va suivre très très longtemps, et donc jusqu'à la fin. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, et vous pourrez continuer la discussion avec les auteurs qui vont signer leurs livres juste à côté. Donc voilà, merci pour votre attention, merci à vous.